Bienvenue, bonjour à tous et merci de suivre ce journal dont voici les titres. Daniel Cablan-Duncan au Forum économique international 2019 de Saint-Pétersbourg. Les travaux se sont ouverts hier en Russie. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a participé à un panel de haut niveau sur les objectifs de développement durable. À la une également, la première visite à l'étranger du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, a été reçu hier à Dakar au Sénégal par son homologue sénégalais Moustapha Niasse. Les deux parlementaires ont eu une séance de travail. Enfin, Ahmad Ahmad sort libre aujourd'hui de sa garde à vue. Le président de la Confédération africaine de football avait été interpellé hier en France par l'Office de lutte contre la corruption. Pour commencer, l'ouverture hier des travaux du Forum économique international 2019 de Saint-Pétersbourg en Russie. Plus de 17 000 participants venant de 75 pays se sont donné rendez-vous. Objectif, développer les relations économiques entre la Russie et les autres pays du monde. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son vice-président de la République, Daniel Cablan-Duncan. On fait le point avec Awa Touré. Un panel de haut niveau sur la problématique du développement durable et la nécessité de définir des objectifs adaptés aux réalités de chacun. Pour les panélistes, au nombre desquels le président de la République de Moldavie, le vice-premier ministre russe, le secrétaire général de la Commission économique asiatique et le secrétaire général des Nations unies, la définition des objectifs conduit à un développement partagé. Pour eux, les États ne doivent pas rater la 4e révolution technologique en faisant en sorte que cela profite à l'ensemble des populations. L'élimination de la pauvreté, la défense des droits de l'homme et la gestion responsable des changements climatiques constituent aussi des pistes de solutions. Les unions économiques peuvent fortement impacter les objectifs du développement à travers une harmonisation des politiques économiques et un dialogue économique direct entre les membres des unions économiques et monétaires. La situation dans le monde n'étant plus bipolarisée, les principes de politique extérieure équilibrée également identifiés comme solution pour un développement durable. En plus du développement des infrastructures économiques, des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'assainissement du climat des affaires. Pour atteindre les objectifs du développement durable, il faut aussi et surtout s'appuyer sur ses propres forces. Le vice-président de la République, Daniel Cablan-Duncan, avant cette cérémonie, a eu droit à une visite guidée du hall d'exposition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Sur ce parc d'exposition, les entreprises des 120 pays participant à cet événement. Séjour en Russie très chargé pour Daniel Cablan-Duncan. En effet, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a entamé une série d'entretiens avec des hommes d'affaires russes. Daniel Cablan-Duncan a échangé hier avec Andrei Mazlov, le directeur adjoint pour l'Afrique subsaharienne de Gazprom, entreprise fournisseuse de gaz naturel. On retrouve Awa Touré. En marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le vice-président de la République, Daniel Cablan-Duncan, s'est entretenu avec le président de la Fondation L'Avenir de la Patrie, Ousmanov Kiyuri, président du groupe LATT, un groupe qui intervient dans les secteurs de l'investissement, la construction et l'immobilier. Суть беседы состояла в том, что... Notre rencontre, j'ai informé Monsieur le vice-président que son arrivée en Fédération de Russie, c'était un événement historique et très important. C'est pour la première fois que la personnalité de ce niveau arrive en Russie. Et je crois qu'après ça, notre coopération se développera davantage.
Gazprom, société anonyme russe spécialisée dans l'extraction, le traitement et le transport de gaz, mais aussi un acteur majeur sur le marché mondial du pétrole, veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le directeur adjoint Afrique subsaharienne de ce groupe a échangé avec le vice-président sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On partageait les visions de développement du secteur d'énergie gazeuse de nos pays. Et nous sommes sûrs, Gazprom est sûr qu'il y a beaucoup des opportunités pour coopération entre nos pays. L'idée, c'est de faire en sorte que M. Basso effectue donc une visite en Côte d'Ivoire, probablement donc dans un délai d'1 mois, pour voir un peu les possibilités sur le terrain, compte tenu des potentialités de ce groupe qui est important, qui fournit du gaz à toute l'Europe à partir donc de la Russie, voir les différents aspects de coopération. Gazprom compte 20 filiales à travers le monde avec un chiffre d'affaires de près de 74 604 milliards de francs CFA en 2018. Direction à présent le Sénégal, où le président de l'Assemblée nationale ivoirienne effectue sa première visite à l'étranger. Amadou Soumaoro a été reçu hier par son homologue sénégalais Moustapha Niasse. Plusieurs sujets au centre des échanges, notamment la coopération bilatérale et le terrorisme. Les détails avec Moussa Konaté. En visite d'amitié et de travail au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro est accueilli à l'aéroport Blaise Diagne par son homologue sénégalais. Des salutations chaleureuses qui témoignent de la vitalité de la coopération entre les deux pays. Les deux présidents évoquent le rapprochement entre leurs institutions. J'ai souhaité venir saluer le président Moustapha Niasse pour prendre un peu de son expérience, prendre un peu de sa riche carrière et par ces biais-là, renforcer les relations non seulement entre nos deux peuples, mais aussi entre nos deux parlements. Cette visite est un nouveau rendez-vous avec l'histoire, parce qu'avec l'accord et le soutien de nos deux chefs d'État, leurs excellences le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall, c'est avec leur accord, avec leur soutien, leurs encouragements, que nous allons développer la coopération entre les deux institutions parlementaires par l'entente, la coopération, la solidarité. Pour rappel, Amadou Soumaoro est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis le 7 mars 2019. Moustapha Niasse, quant à lui, occupe le pêchoir du Sénégal depuis 2012. En Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la nouvelle carte nationale d'identité biométrique adopté à la grande majorité par les députés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a présenté et défendu hier le texte de loi devant la Commission des Affaires générales et institutionnelles. Les précisions de Abou Sanogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, face aux membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale pour la présentation du projet de loi instituant une carte nationale d'identité biométrique. Il s'agit d'une carte à puce électronique, sécurisée et à multi-usage contenant des informations biographiques et les données biométriques. Après l'exposé des motifs et les échanges, le projet de loi instituant une carte nationale d'identité biométrique a été adopté à la majorité des membres présents. Ce projet de loi marque un tournant décisif dans le processus de modernisation de l'identification en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire entre à travers justement les nouvelles spécifications qui vont être donc mises en œuvre dans l'ère du digital en ce qui concerne, n'est-ce pas, les pièces d'identification. C'est plus de sécurité, c'est plus d'une circulation plus fluide dans l'espace communautaire, la CEDEAO, et c'est également plus de fonctionnalités qui vont donc entourer l'utilisation de ces cartes. La délivrance de la carte nationale d'identité biométrique est soumise au paiement d'un droit de timbre. Le droit de timbre
qui s'attache à la délivrance de la carte nationale d'identité est déjà définie dans le Code général des impôts et figure dans les lois de finances successives depuis 2014. Ce droit, on le connaît, il est de 5 000 francs. Les députés présents se sont réjouis de l'adoption de ce projet de loi. Nous, les députés, aujourd'hui, nous irons vers nos mandants, nos populations, pour leur dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y a encore d'autres procédures qui suivent. Nous aurons la plénière, mais nous aurons la seconde lecture après les observations du Sénat. Les députés ont donné leur quitus et bientôt les Ivoiriens auront de nouvelles cartes d'identité. Et je pense que c'est ce que les Ivoiriens attendaient. Cette pièce d'identité biométrique est un outil de performance. Nous tenons à saluer son arrivée. La nouvelle carte nationale d'identité biométrique est destinée aux seuls citoyens ivoiriens. Elle est individuelle et obligatoire pour tout citoyen âgé d'au moins 16 ans et peut être délivrée à tout citoyen ivoirien âgé d'au moins 5 ans. Par ailleurs, Sidiki Diakité a annoncé que le gouvernement envisage une prorogation de la date d'expiration de l'actuelle carte nationale d'identité pour couvrir la période d'établissement de nouvelles cartes. Les premières nouvelles cartes seront produites à partir d'octobre 2019. Le coût global de l'investissement est de 50 milliards de francs CFA financés à 70% par l'opérateur. Quelles sont les attributions et missions du ministère ivoirien chargé des relations avec les institutions? Ce département, dirigé depuis 2018 par le ministre Gilbert Koné-Kafana, est en effet très peu connu. Découvrons-le avec Michel Digré. Immeuble Djekanou au plateau 11 mois après sa nomination en tant que ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, Gilbert Koné-Kafana est à la tâche pour traduire en acte la feuille de route assignée à son ministère. Il s'agit de contribuer à harmoniser et rendre plus efficaces les relations entre le gouvernement et les institutions de la République. Ensuite, contribuer à faire mieux connaître les institutions de la République auprès du grand public et participer aux assises au nom du gouvernement, aux assises des institutions de la République et enfin mener des réflexions ou des études sur le fonctionnement des institutions. Toutefois, ce ministère, depuis sa création, reste peu connu. Non, je ne connais pas ce ministère. Bon, non, un peu, je peux dire un peu. Pour ceux qui connaissent ce ministère, il constitue un atout pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Aujourd'hui, un ministère intercalé entre la présidence et les institutions, nous pensons que cela pourrait faciliter le travail, sinon la mise en pratique du programme présidentiel par ces institutions-là en fonction de leur cahier des charges. En commission, il est là, à nos côtés. On lui transmet directement certaines préoccupations de l'institution à laquelle j'appartiens. Et puis très souvent, je pense qu'on a une oreille attentive de sa part. C'est tout à fait bénéfique que ce poste ministériel existe parce qu'il est d'utilité pour l'Assemblée nationale pour que la passerelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif puisse exister. Depuis sa prise de fonction, Gilbert Koné-Kafana a eu des séances de travail avec l'ensemble des 12 institutions de la République. Effectivement, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire qui travaillent en interdépendance. Donc il est important qu'il y ait toujours cette courroie de transmission. Et Monsieur le ministre remplit ce rôle. Nous avons abordé les différents sujets qui permettront à l'exécutif et au législatif de travailler main dans la main pour le bien-être des populations. Il est venu aujourd'hui pour que nous échangions autour des questions qui touchent au fonctionnement du Sénat, nouvelle institution. Mais voir quels sont les problèmes, mais surtout la marche du Sénat. Concernant sa mission relative à la promotion des institutions de la République auprès des populations, Gilbert Koné-Kafana mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Tant que vous n'avez pas un problème particulier, il est rare qu'un citoyen se lève pour aller chercher à savoir à quoi sert par exemple la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, à part quelques effets que l'on voit en apparence, par exemple en ce qui concerne la grande chancellerie,
C'est les médailles que l'on voit, mais tant que vous n'avez pas de médaille, vous ne cherchez pas à savoir le pourquoi de cette institution. Donc, or, les institutions, ce sont des outils de l'approfondissement de la démocratie dans le pays. Pour faire en sorte que les populations aient une meilleure connaissance des institutions de la République, des journées portes ouvertes seront organisées dans la dernière semaine du mois de juin. Nous sommes mis d'accord que les institutions de la République étant très peu connues, ou le rôle étant un peu flou dans l'esprit de nos concitoyens, qu'il fallait donc faire quelque chose pour donc faire mieux connaître ces institutions. Ces journées, il y a deux volets. Il y a les stands où donc les citoyens pourront effectivement prendre des informations directement à un guichet avec un ou des représentants de chaque institution. Et de l'autre côté, parallèlement, des panels seront tenus. Autre challenge à relever par le ministère, l'harmonisation des lois organiques qui régissent les différentes institutions de la République. Des véhicules tout-terrain pour accroître la mobilité des contrôleurs financiers de la direction du contrôle financier de la commune de Cocody. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a procédé hier à la remise symbolique des clés de ses voitures. Le point avec Safiat Kouyaté et Cheikh Koné. 16 véhicules de type 4x4 de plus d'une centaine de millions de francs CFA est la dotation faite par le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État à la direction du contrôle financier. Heureux, les bénéficiaires ont accueilli cette action avec gratitude et soulagement. Je pense que nous allons mieux travailler avec ce véhicule-là parce qu'avant on avait des difficultés pour nous rendre sur le terrain. Ce sera beaucoup plus facile pour nous maintenant. Voilà, j'étais obligée d'utiliser mon véhicule personnel, même pour mes collaborateurs. Je pense que ça va être beaucoup plus facile. Je vais me rendre pratiquement, disons, dans tous les services. Moussa Sanogo, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, a procédé à la remise des clés aux contrôleurs et les a exhortés à en faire bon usage. Au-delà des questions liées au bon usage du matériel, c'est surtout la preuve en tout cas que nous montons en puissance en matière de renforcement de la qualité de notre cadre de gestion budgétaire. Donc là, il s'agit vraiment de donner davantage de moyens aux contrôleurs financiers qui vont avoir un rôle encore plus important dans le nouveau paradigme de gestion budgétaire qui va s'instaurer en Côte d'Ivoire à travers le budget programme. Le contrôleur financier aura un rôle encore plus important et donc il faut lui donner les moyens de pouvoir mieux apprécier la réalité du service fait sur le terrain. Ces véhicules permettront aux contrôleurs financiers d'accroître leur mobilité dans le cadre de leur mission de contrôle des actes de dépenses, de respect du délai de traitement des services faits sur toute l'étendue du territoire national et de satisfaire les usagers du service public en assurant une meilleure célérité dans le contrôle. Autre actualité nationale, les productrices de karité à l'honneur à Kokor, village situé à l'extrême nord du pays. Elles ont été célébrées le 1er juin dernier lors de la première édition de la journée de la femme productrice de karité. C'est une initiative de l'Union des associations pour le développement des savanes. Les explications de Ami Sissoko. Comment autonomiser les femmes productrices de beurre de karité de Kokor, village situé à plus de 40 km de Korogo? Bien qu'étant l'une des activités principales génératrices de revenus des femmes, les techniques de production du beurre de karité demeurent artisanales. La problématique de leur épanouissement à l'origine de la première édition de la journée de la femme productrice de beurre de karité, une initiative de l'Union des associations pour le développement des savanes, UADES. Pour les amener donc à se conformer aux exigences de la certification en vue de conquérir de nouveaux marchés, l'UADES décide de bâtir un centre de traitement d'amandes de karité pour les femmes de Kokor. Le coup d'envoi des travaux est donné ici par son président, Gaussou Silué, et des membres du conseil régional du Poro. Nos femmes se battent, c'est ce qu'elles vendent pour pouvoir s'acheter souvent de quoi manger, de quoi se vêtir, quand même que les maris sont là. Mais il faut reconnaître que c'est grâce à ces amandes-là qu'elles arrivent aussi à scolariser donc leurs enfants. Il faut aussi les encourager toutes les populations en lançant donc un appel à la protection
donc, de ces arbres-là. Les amandes de karité sont des produits que nous devons valoriser, que nos femmes doivent continuer donc à produire avant. Le centre de traitement d'amandes de karité de coco sera bâti sur une superficie de 2 hectares et va coûter plus de 7 millions de francs CFA aux initiateurs. Une action plus que salutaire pour les bénéficiaires. Nous sommes vraiment contentes d'avoir un centre dans notre village, un centre de beurre de karité. Bon, ça va nous permettre de changer notre condition de vie. Nous sommes maintenant un groupement, on peut travailler ensemble. Cette double cérémonie, festive et solennelle, a enregistré la présence de l'association Sœurs, productrice de beurre de karité de Petit Paris de Korogo. Elles sont venues non seulement soutenir les femmes de coco, mais également obtenir d'elles un partenariat pour la fourniture d'amandes de karité, car la zone de coco possède à elle seule 60% des arbres de karité de la région du Poro. On poursuit avec cet atelier de renforcement de capacité des points focaux sur les offres de services de l'agence Emploi Jeunes. Travaux initiés par le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'emploi des jeunes. Objectif, faciliter l'insertion professionnelle dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020. Salima Toudia. Comment orienter et assurer une prise en charge de qualité aux demandeurs d'emploi avec des techniques efficaces? Les directeurs départementaux et régionaux de la jeunesse, les points focaux des mairies où se trouvent justement les guichets emploi jeunes, ont été formés sur le mode opératoire des agences emploi jeunes et entretenus sur les offres de services. Face aux participants, le ministre de tutelle Mamadou Touré invite à faire de l'insertion des jeunes une priorité, comme voulu dans le programme social du gouvernement. Nous serons très sélectifs sur les critères qui doivent permettre donc de travailler avec ces entreprises. Nous n'allons pas insérer les jeunes pour insérer les jeunes. Lorsqu'on doit mettre les jeunes en stage, il ne s'agira pas de faire du chiffre. On n'est pas là pour faire seulement du chiffre. Il faut que les opportunités qui vont s'offrir à des jeunes soient des opportunités donc de qualité. Donc voilà un peu quelques conseils que j'ai voulu donner à nos points focaux qui se voient déléguer aujourd'hui une partie des prérogatives en matière d'insertion donc des jeunes du ministère et de l'agence emploi jeunes et qui auront la lourde responsabilité dès le 1er juillet de conduire ce processus-là sur l'ensemble du territoire national. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire s'engage dans la réalisation de cet objectif au service des jeunes. Nous sommes des élus et nous savons que c'est sur nos territoires, dans nos territoires, que nous vivons au quotidien la souffrance, les impatiences et les interrogations des jeunes. Et nous voulons apporter des réponses pragmatiques et effectives. C'est pourquoi, en ce qui concerne les maires, nous serons particulièrement exigeants vis-à-vis de nos points focaux pour la mise en œuvre effective de la stratégie pour faire passer l'information, pour encadrer les jeunes et leur permettre de saisir la pêche tendue par le gouvernement pour qu'ils puissent eux aussi avoir et regarder l'avenir en confiance. Ce sont 350 participants qui ont reçu des formations sur les dispositifs de développement des compétences et d'entrepreneuriat. À présent, ce drame dans la commune de Yopougon. 3 personnes d'une même famille ont trouvé la mort dans un incendie survenu la nuit dernière au quartier Mondongesco. Les causes de ce sinistre n'ont pas encore été déterminées. À noter également plusieurs autres dégâts matériels, notamment 5 maisons voisines touchées par les flammes. Les explications dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Le petit Samuel revient de loin. Il est le seul rescapé du drame survenu dans le sous-quartier Mondongesco dans la commune de Yopougon. Il a échappé à l'incendie qui a ravagé l'habitation de ses parents. On a vu que la porte ne s'ouvrait pas. Et il y avait un petit garçon de 2 ans qui était en train de pleurer. Donc il y a le voisin qui a ces grands garçons qui sont venus. Ensemble, on a essayé de casser la porte pour voir vraiment pourquoi les gens ne se levaient pas, pourquoi ils n'ouvraient pas la porte. Donc quand la porte a été cassée, c'est lui qu'on a pu sauver. Mais déjà, dans le salon et dans la chambre, les flammes avaient déjà atteint le plafond. Donc on ne pouvait pas avancer alors qu'il y avait une famille dedans. Il ne reverra plus jamais son père, ni sa mère, encore moins son petit frère. Tous ont péri dans l'incendie survenu dans la nuit du mercredi 5 à ce jeudi 6 juin 2019, aux environs de minuit. Je suis arrivé, il y a vu l'ampoule clientée. Donc où il rentre, l'ampoule s'est éteinte seule. Bon, moi j'ai compris. Et puis il avance un peu, il voit la fumée sauter, ça sort par contre la toiture.
Donc il rentre directement chez moi, il y avait mon petit frère pour dire ah, qu'il sort qu'il y a un problème. Donc il sort, on regarde, on voit qu'il y a du feu. On essaie de réveiller tout le monde tourne la cour. Dans cette cour commune, ce sont 4 autres habitations qui ont été visitées par les flammes. Et l'intervention des sapeurs-pompiers militaires, dévancés dans leurs tâches par les jeunes du quartier, a permis de circonscrire le feu. En plus des 3 cas de décès, le dégât matériel est aussi important. Les enquêtes situeront sur les causes de cet incendie qui vient encore endeuiller ce quartier, qui a enregistré la semaine dernière un éboulement de terrain causant 3 morts. Un petit tour à présent dans la région centre du pays. L'association des pharmaciens de la région de Gbeke a offert il y a quelques jours des médicaments de première nécessité à l'hôpital général de Béoumi. Ce don va permettre aux médecins intervenant dans cet établissement sanitaire de soigner les blessés des récents affrontements entre communautés baoulé et malinké. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des médicaments de première nécessité à l'hôpital général de Béoumi, dont de l'association des pharmaciens de la région de Gbeke en soutien aux victimes du récent incident qui s'est déroulé dans la localité. Des médicaments pour soulager les malades et les blessés de la localité. Les dons sont réceptionnés par le préfet du département de Béoumi. Il s'agit pour les donateurs d'apporter leur contribution à la bonne santé des patients. Nous les pharmaciens, nous sommes avant tout des agents de santé publique au service du bien-être de la population. Donc chaque fois que notre population va mal, c'est pour nous un devoir de venir la soutenir, de lui apporter le confort. L'association des pharmaciens de la région de Gbeke entend mener d'autres actions de solidarité afin d'être plus proche des populations. La Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. En Côte d'Ivoire, pour marquer cet événement, les membres de l'organisation Maroc-Africa ont organisé un colloque. Thème retenu, éducation, démographie et multipartisme en Afrique. Quelles attentes pour l'émergence du continent? Les explications de Abdoulaye Koné. C'est à travers un symposium que la Côte d'Ivoire a marqué la Journée mondiale de l'Afrique. Une célébration autour du triptyque éducation, démocratie et multipartisme. Si vous avez une éducation forte, vous avez tout gagné. Car si nous arrivons par conséquent à former des personnes, nos étudiants, nous aurons des industries plus grandes, nous aurons des personnes plus compétentes pour faire face aux défis du monde. Devant un parterre d'étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le conférencier a exposé sur le sens de la solidarité qui caractérise les différents pays africains. Partout qu'on se trouve ici au Maroc, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, les problèmes sont les mêmes. J'ai compris qu'il était nécessaire que les Africains soient ensemble. Et le Maroc, n'est-ce pas, nous a manqué. Aujourd'hui, le Maroc est véritablement présent et c'est une très bonne chose. À la fin de la rencontre, l'assistance peut enfin réagir sur la thématique abordée à l'occasion de cette journée mondiale qui suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt. Le développement de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire doit passer par une éducation forte. Pour rappel, la Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. 56 ans après, les défis à relever par nos pays restent légion, renforçant davantage le combat pour la liberté, le développement et le progrès économique. Le Soudan ne fait plus partie de l'Union africaine. C'est une décision temporaire de l'organisation panafricaine. L'UA, qui a suspendu le Soudan hier avec effet immédiat, réclame l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. La garde à vue du président de la Confédération africaine de football, levée aujourd'hui sans poursuite. Ahmad Ahmad avait été interpellé hier à Paris, en France, par l'Office de lutte contre la corruption, et cela dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance, faux et usage de faux.
Enfin, au Royaume-Uni, Theresa May sur le départ. C'est en effet aujourd'hui que la première ministre britannique quitte la tête du parti conservateur. Theresa May qui n'a pu mener à bien le Brexit, bloqué par les députés britanniques. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à tous.